Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci d'être toujours avec nous aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Lyon et en direct sur Radio Anthropocène toujours. Pour cette dernière émission de l'après-midi, je vais vous proposer de partir en voyage avec mes invités, car oui, en 2024, le tourisme international a connu une progression de 12,2% par rapport à 2023 avec, tenez-vous bien, 1,465 milliards de touristes, dont 631 d'entre eux qui sont allés en Europe avec une préférence pour la Méditerranée, les grandes capitales culturelles et les itinéraires transfrontaliers. Et la France, oui, la France dans tout ça, eh bien, c'est le pays le plus visité au monde avec 102 millions de touristes. Alors l'économie du tourisme, ça renvoie à la création d'emplois, à la rénovation du bâti, à la valorisation des territoires, mais aussi à la destruction des écosystèmes, à l'amplification des déplacements et de la production de déchets. Alors, est-il encore possible de répondre à cet appétit sans limite? Quel pourrait être le nouvel imaginaire du voyage? Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Pommier. Bonjour. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Valérie Pommier, vous êtes fondatrice de Résilience Montagne, une association de sensibilisation aux conséquences du dérèglement climatique en montagne, donc pour y faire advenir une transition nécessaire vers une résilience territoriale dans les vallées alpines. Et Rodolphe Christin, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Rodolphe Christin, vous êtes sociologue et essayiste. Vous travaillez sur les enjeux liés au voyage et au tourisme. Donc, depuis votre thèse soutenue en 1999, l'imaginaire voyageur, socio-anthropologie d'un désir nomade contemporain, vous proposez une critique du développement du voyage avec plusieurs ouvrages, dont le dernier en date, Peut-on voyager encore, chez Éco-Société en 2025. Alors, encore une fois, merci à tous les deux d'être avec nous. Et comme vous avez pu le constater, nous sommes au cœur d'une exposition consacrée à Étretat. Et on y voit, parmi les œuvres exposées, l'apparition du tourisme, d'abord médical, puis de villégiature, jusqu'à une forme de proto-surtourisme. On verra d'ailleurs ensemble si on peut le définir ainsi. Un tourisme qui, dès le milieu du 19e siècle, façonne les paysages et dénature les lieux. Alors, Rodolphe Christin, dans cette histoire du tourisme en France et peut-être mondial, vous nous le direz, Étretat, est-ce que ça fait figure d'exception ou est-ce que ça s'inscrit dans un mouvement plus général ? Non, je pense que l'exposition montre bien comment un lieu devient, par sa mise en représentation, photographique, picturale, il y a un processus d'attraction qui se développe grâce à cette mise en représentation, et on a l'émergence d'un lieu touristique, c'est-à-dire d'un lieu qui va devenir attractif au fil du temps. Et aujourd'hui, c'est devenu un lieu emblématique effectivement de la Normandie, et les peintres, les artistes ont contribué à cette mise en représentation du lieu et d'une certaine manière à sa célébrité. Donc c'est un lieu laboratoire qui est assez intéressant de ce qu'est le tourisme aujourd'hui, sachant que ce processus de mise en représentation touristique aujourd'hui est démultiplié par, on y reviendra sûrement, tout à fait, les réseaux sociaux. Et cette histoire du tourisme en France, elle est aussi très liée à celle du thermalisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi un petit peu cette histoire qu'on a presque oubliée finalement maintenant? Les villes thermales, c'est pas quelque chose qui est très présent dans notre imaginaire. C'est vrai que dans l'émergence du tourisme, il y a un mobile qui est d'aller se soigner en allant soit au bord de la mer, soit au soleil. Et ce tourisme thermal, il est emblématique, mais il y a aussi eu en montagne notamment un tourisme de l'air pur, où le changement de lieu est associé à un bien-être personnel, à un bien-être intime, qui est consubstantiel à la naissance du tourisme. Alors aujourd'hui, on le retrouve un peu aussi, parce que la question du bien-être et du tourisme thérapeutique existe aussi, toujours, parce qu'on entend souvent, lorsqu'on interroge des gens qui partent en vacances, l'idée de tenir le coup en partant en vacances pour pouvoir ensuite rester un salarié exemplaire tout le reste de l'année. Alors pas qu'un salarié, mais aussi quelqu'un qui a des responsabilités familiales, qui est engagé dans une vie sociale responsable. Ces quelques semaines de vacances vont devenir des garanties de bien-être, de bien vivre. Et c'est ça aussi qu'il faudrait peut-être interroger.
Valérie Pommier, ce thermalisme, il a aussi existé en montagne. Aujourd'hui, les villes thermales en montagne, est-ce qu'elles existent encore face aux stations de ski finalement ? Oui, on a Saint-Gervais, par exemple, qui vient de rénover ses thermes, d'ailleurs, se faire racheter par un gros groupe. Et puis, on a cette culture des bains, en Suisse beaucoup, en parallèle au domaine skiable. Alors, vous commenciez à l'évoquer, il y a une analogie qui est forcément très forte avec le tourisme contemporain dans cette exposition, parce que déjà, à l'époque, le tourisme sert de marqueur social. On peut effectivement se demander si les artistes ne sont pas rien d'autre que les influenceurs d'aujourd'hui. Le rapport au corps, vous venez de le dire, était également très présent à l'époque, tout comme le développement personnel l'est aujourd'hui. Est-ce que je me trompe si je dis finalement que les ressorts du tourisme n'ont pas tant changé en 150 ans ? Non, je pense qu'en fait, le fait de s'éloigner de chez soi met au centre de l'expérience du voyage la question du récit. Alors le récit, il est multiforme, il peut prendre la forme d'un récit oral qu'on se raconte autour du feu lorsqu'on a eu une expédition de chasse à la journée, mais c'est aussi le rôle de l'écriture. Le récit de voyage a émergé pour nous rendre familiers de mondes lointains grâce à ce qu'on raconte, à ce qu'on en rapporte. La peinture, l'art, sous toutes ses formes, c'est aussi une façon de réciter, de raconter le monde. Donc je pense que ça, c'est un phénomène qui est lié quand on s'éloigne, on a besoin de dire ce qu'on a vu. Et là, d'ailleurs, parfois, c'est un peu l'imaginaire, voire même le mensonge, et la mythomanie qui peuvent s'installer dans le récit, et dans le discours. Valérie Pommier. Oui, marqueur social important en montagne aussi. On a l'impression, quand on regarde la télé, surtout ces jours, il y a eu 3 flocons, que tout le monde va à la neige et au ski. On a toutes les chaînes qui se concentrent sur les 3 flocons. On a moins de 10% des Français qui skient, alors qu'on a un récit sur tout le monde ski. On a 3 600 000 lits touristiques à remplir, ce qui est gigantesque, avec une clientèle du coup principalement international, mais le récit fait croire encore qu'on doit continuer à aller à la montagne pour skier en oubliant le reste de la montagne. On a encore des écoles qui se battent pour que les enfants aillent en classe de neige et non pas en classe de montagne. On a des parents qui essaient aujourd'hui de dire qu'ils ne veulent plus que leurs enfants aillent en classe de neige, ils ne sont pas OK, mais les enfants sont marginalisés. Donc tout ça fait partie d'un espèce de gros brouhaha marketing, communication sur l'entretien du récit du ski et de la neige. Oui, là où il faut quand même rendre justice aux artistes du 19e siècle, c'est c'était des pionniers, c'était des explorateurs du regard et du récit. Ils avaient une dimension évidemment créative qu'aujourd'hui, dans la communication a remplacé l'art quand même bien souvent. Même dans le récit de voyage, je dirais que on n'a pas beaucoup de Nicolas Bouvier aujourd'hui, je dirais que Nicolas Bouvier est un artiste du récit de voyage. Aujourd'hui, on n'en a pas énormément. Donc, il y a une espèce de banalisation du discours qui s'est installée et qui bien souvent prend la forme quand même d'une promotion touristique qui est généralisée. Et je dirais, on s'en rend même plus compte, mais la banalisation de cette promotion fait tellement partie des mœurs contemporains qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est quelque chose d'assez, dans l'histoire de l'humanité, en tout cas, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et on peut s'interroger si ça doit encore se durer à ce point-là, quoi. C'est-à-dire, c'est ça le... Et est-ce que c'est ce qui fait la particularité du tourisme de montagne, cette distinction sociale d'une certaine manière, par exemple peut-être au tourisme balnéaire, le rapport, en fait, le coût que ça a d'aller à la montagne l'hiver? Oui, ça reste un tourisme qui est ciblé, dont la cible est les personnes les plus aisées, même si les domaines skiables de France s'en défendent, si bien que aujourd'hui on est toujours en construction du modèle. Moi je dis, on sort d'un plan neige qui était des années 60 de 64 à 77, où on a vu naître ces 23 stations de ski ex-nihilo qui sont un modèle de l'époque. Mais aujourd'hui on est toujours en plan neige, puisque à la fin du plan neige on avait 150 000 lits touristiques. Aujourd'hui on a plus de 3 millions de lits touristiques, alors que normalement le plan neige a terminé. Alors aujourd'hui on est en plan neige en plus artificiel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
on fait croire que tout continue alors que la cible est la cible internationale qui finalement, d'un point de vue transport, pollue le plus. On est normalement dans une logique de se dire qu'on doit décarboner nos moyens de transport, alors que dans des stations, quand on est dans un village support de station, on est dans un village qui est le plus loin en temps et en kilomètres des premiers ravitaillements, des premiers secours, etc. On a des villages support de station où on est à 90% du bilan carbone qui est la mobilité, et on n'aura jamais de train pour décarboner. Le deuxième facteur étant les passoires thermiques, hein, trois quarts du parc sont hautement polluants. Mais comme on construit des logements neufs à vendre cher, qui attirent une clientèle internationale, donc on perd encore plus la clientèle locale qui serait un peu plus propre, alors on entretient le bazar et surtout, on rénove pas l'existant. Et est-ce que vous pouvez nous raconter, Valérie Pommier, peut-être en quelques mots, l'histoire de votre engagement, de cette association, et du coup aussi la façon dont vous avez vu évoluer ce tourisme en montagne? Mais moi, je suis un transfuge. Je viens de tout ça. J'ai 56 ans et j'ai participé à un moment de ma carrière depuis Hong Kong à faire la promotion des Alpes pour le marché du Sud-Est asiatique, par exemple. Donc, c'est capter un maximum de personnes du Sud-Est asiatique pour qu'ils viennent peupler nos Alpes à des moments clés du business. Ça a fonctionné? Heureusement non, j'étais pas bonne. Mais les plans d'État étaient pharaoniques quand on dépend de... Moi, j'étais basée donc à Hong Kong, hébergée par le consulat de France à Hong Kong. L'idée, c'est de capter à l'époque 1% de Chinois qui viendraient skier dans les Alpes. Et moi, je me pose pas la question de si c'est bien ou pas bien. J'ai fait une école de commerce, j'étais dans mes grands idéaux de faire beaucoup d'argent. J'ai compris qu'avec une association, j'en perds, mais c'est pas grave. Et en fait, il y a un moment où en 2016, j'entends parler justement d'anthropocène, de systémique, de bilan carbone. J'écoute une conférence de Monsieur Jancovici aux Mines et je mets en parallèle avec ma vie en disant mais en fait, je suis en train moi-même de scier la branche sur laquelle on est assis alors que je croyais que c'était juste faire un peu de tourisme. Et je ne peux plus vivre avec à cette époque et je décide de fonder une association alors qui ne raconte pas les secrets d'entreprise et les grands plans, mais en fait ils sont toujours les mêmes. Avec ce qu'on sait aujourd'hui, les entreprises et les politiques d'État, parce que le sujet est hautement politique et n'est que politique, les politiques publiques continuent à conforter des gouvernances économiques qui vont nous mettre dedans. Rodolphe Christin, vous rappelez dans votre ouvrage « Peut-on voyager encore ?» que les principales nuisances du tourisme sont effectivement le fait des populations les plus aisées, comme le disait Valérie juste avant. C'est forcément un fait que l'on ne peut que constater quand on parle de montagne. C'est peut-être un peu moins le cas pour des endroits comme Étretat. Alors, je ne suis pas un spécialiste d'Étretat. Par contre, la montagne... L'origine du tourisme de montagne, c'est une origine aristocratique, hein, comme souvent dans le tourisme. Les premiers touristes étaient des aristocrates qui avaient... Parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que pour partir en vacances, il faut avoir les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir un excédent budgétaire qui nous permet de dépenser de l'argent pour des activités qu'on peut qualifier de divertissement. Donc les premiers à avoir pratiqué le tourisme, et y compris le tourisme de montagne, ce sont des aristocrates, notamment anglais, qui ont pratiqué quoi? L'alpinisme. Donc il y avait une dimension élitiste très forte parce que c'était et les montagnes sont devenues des lieux attractifs alors que pour les premiers guides de haute montagne qui étaient bien souvent des paysans qui dans les villages ont compris qu'il y avait une demande, c'est-à-dire qu'ils connaissaient la montagne, ils ne connaissaient pas forcément les hauts sommets parce que c'était des lieux un peu qu'on ne fréquentait pas ou qu'on fréquentait avec une certaine crainte et une certaine appréhension. Hein. Il y avait une dimension sacrée de ces altitudes, évidemment, symbolique très forte. Et puis ils s'y sont mis et ils ont emmené avec eux des lords anglais qui se sont mis à gravir des sommets. Et il y a tout un imaginaire de l'alpinisme qui s'est développé avec un aménagement progressif des espaces montagnards qui donne lieu aujourd'hui à ce tourisme qu'on connaît, quoi. Alors Étretat, non, très honnêtement, je peux difficilement vous en parler parce que je connais peu le contexte touristique du lieu actuellement. Mais en tout cas, cette dimension aristocratique et élitiste, elle est très forte dans le tourisme. Alors aujourd'hui, quand on parle de massification du tourisme, on a l'impression que tout le monde part en vacances, mais c'est pareil, tout le monde ne part pas en vacances parce qu'il faut avoir les moyens de le faire. Et les plus démunis, les moins argentés,
Et au niveau mondial, on est très peu nombreux à partir en vacances. C'est un luxe encore. Du coup, ça me fait me poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que tourisme de masse ? Alors, il y a plusieurs acceptions. Moi, je parle plutôt de massification du tourisme. C'est-à-dire que de plus en plus de gens aspirent à partir en vacances. Les lieux touristiques sont de plus en plus développés. Et l'effet de massification, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a du tourisme partout, pour tous les désirs. Et finalement, toutes les pratiques de loisirs qu'on fait à l'extérieur vont avoir des types d'aménagements touristiques qui font que progressivement, les territoires se touristifient. Et on a un développement de la touristification des lieux qui est massif parce qu'on ne peut plus y échapper d'une certaine manière. Alors en France, on est bien placé pour constater et contester éventuellement le phénomène, puisqu'on est où on était peut-être la première destination touristique mondiale. Je ne sais pas si en 2025 on a gardé la tête du podium. J'ai pas les chiffres de 2025. Je crois qu'on a perdu des places à vérifier. Mais donc quand on critique le tourisme, ce que je fais depuis un certain nombre d'années, on sent bien qu'il y a un espèce de consensus assez fort, et puis il y a des intérêts économiques, comme on vient de le dire, politiques, qui sont difficilement déboulonnables. En termes de montagne et de ski, la France est le deuxième pays vendeur, on va dire, de forfaits, puisque l'idée c'est de vendre un maximum de forfaits. Le premier étant les États-Unis. En France, on vend environ, en moyenne, 55 millions de forfaits annuellement. L'idée, évidemment, c'est de continuer à en vendre plus. Alors, on peut dire, on n'a pas le droit de dire le mot décroissance en montagne, mais c'est un marché décroissant en nombre de personnes, puisqu'on perd la clientèle, on perd ce qu'on appelle des journées skieurs, mais elle est compensée par la hausse du panier moyen, et on va chercher cette clientèle de plus en plus loin. Au mois de janvier, période creuse, il n'y a pas de vacances scolaires, on est après Noël, il faut remplir tout ce qu'il y a des 3 millions et quelques lits. Alors on n'est jamais en remplissage complet, et heureusement, mais on peut constater que les grands centres de vacances les plus chers, le Club Méditerranée par exemple, qui a un programme de développement très agressif dans les Alpes, 90% de la clientèle est brésilienne. Ça tombe bien, il fait très chaud à Rio au mois de janvier chez nous, et on assiste du coup à une espèce de tourisme climatique qui est le côté pervers du truc, où les gens, moi je discutais à Pesay-Valandry il y a quelques années, il y a 3 ans, avec des Brésiliens qui étaient en t-shirt au mois de janvier, alors pas choqués, même contents, parce que finalement le grand froid c'est pas génial. Vous vouliez réagir, Rodolphe Christin ? Non. Non, pas précisément, mais... Oui, donc ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, donc des Brésiliens viennent faire du ski dans les Alpes, mais c'est que cet aspect, puisqu'on parle d'écologie, on sait qu'aujourd'hui, on est à peu près, le tourisme émet à peu près 9% de gaz à émissions d'émissions de gaz à effet de serre, excusez-moi, et que c'est surtout une proportion qui augmente. Pourquoi ? Parce que le tourisme connaît un développement très, très fort, et beaucoup plus fort que d'autres secteurs industriels. Et finalement, ce qui est important de dire, c'est que le tourisme, c'est une industrie comme les autres, c'est-à-dire que c'est une industrie qui a un impact fort sur l'environnement, et on n'est pas quand même dans une industrie qui produit des biens ni des services de première nécessité. Alors on a eu cet épisode pandémique qui a mis à terre en quelques heures, j'ai envie de dire, l'industrie touristique, alors qu'on nous promettait une espèce de solidité du tourisme qui était indéboulonnable. On voit la fragilité de cette économie touristique qui dépend de flux extérieurs au territoire. Il y a eu plein de bonnes intentions sur le redémarrage du tourisme, parce que, rappelez-vous, la préoccupation qu'on avait lors des confinements, c'était comment le tourisme va redémarrer, alors il y a eu l'État a beaucoup injecté d'argent pour soutenir le secteur, et puis c'est redémarré avec plein de bonnes intentions, et aujourd'hui on démarre 2026, et on sait que tout a recommencé de plus belle, et presque pire qu'avant, quoi. C'est-à-dire que rien n'a été fait, rien n'a changé, et l'impact du tourisme est encore pire. Quand on parle de tourisme de masse,
Moi, en France, je vois bien à peu près le moment où ça commence à exploser, les années 70-80, la suite des congés payés, etc. À une échelle mondiale, où vraiment des populations commencent à voyager de différents pays vers d'autres pays, etc. Ça arrive quand, ce moment vraiment d'explosion ? Après, les destinations, elles, comment dire, au fur et à mesure que les pays se développent, il y a de plus en plus de touristes qui émergent dans ces pays-là. Ce sont les catégories les plus aisées. Et ces nombres augmentent progressivement. Il y a les Indiens qui arrivent, il y a les Chinois qui arrivent, il y a les Brésiliens. Donc les pays du Sud aspirent à produisent des touristes. Plus les classes moyennes et les classes supérieures se développent, plus les touristes voyagent. Et on ne peut pas non plus leur reprocher, parce que nous, on l'a fait avant tout le monde. Donc on aurait bien mauvaise conscience à leur dire « Attention, ce que vous faites, c'est pas bien, restez chez vous ». En tout cas, on devrait, nous, se poser la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait vivre après le tourisme, avec moins de tourisme, et peut-être même... je vais exagérer, mais presque sans tourisme. Et la question, là, c'est celle du temps libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être en vacances, c'est partir en vacances. Être en vacances devrait pouvoir être en vacances, c'est-à-dire y compris imaginer pouvoir rester chez soi, autour de chez soi, sans que ce soit un synonyme de souffrance absolue. On reviendra à la fin de notre discussion sur le futur du tourisme ou alors de la vacance. Valérie Pommier, vous voulez réagir peut-être ? Je sais plus. Vous ne savez plus. Mais c'est pas grave, on va enchaîner sur une autre question. Du coup, Rodolphe Christin, ouais. oui. Non, en tout cas, ce côté résilience en montagne, il devient criant. Pourquoi ? Parce que en moyenne montagne, surtout, il n'y a plus de neige. En tout cas, il y a moins de neige. En tout cas, on ne peut plus parier sur la neige. Donc, la question de savoir qu'est-ce qu'on met à la place, elle devient cruciale, quoi. En fait, ce qu'ils font, c'est que comme on compte plus sur la matière première et qu'elle est fabriquée, du coup, il faut la rentabiliser puisque c'est plus une matière première, c'est une matière industrielle. On essaie de remplacer un bilan par un autre. Le modèle du ski est hyper rentable, il ramène énormément d'argent. On parlait au début, l'économie est encore pharaonique, et il n'y a rien de prévu pour la sortie puisque chaque année semble meilleure que l'autre. Et malheureusement et heureusement, parce qu'on peut pas demander à des élus et à des collectivités d'entamer moi je parle pas de transition mais d'adaptation parce qu'ils disent finalement à vue de nez les pouvoirs publics nous aident à ce que ce soit bon, et puis heureusement que ça change pas parce que les habitants sont pas prêts et on leur fait croire que tout est sous contrôle, et il y a une espèce de récit mensonger, de déni mêlé à du climato-scepticisme qui est hyper prégnant en montagne, même si la matière première fait défaut. Oui. Mais quand on voit les images de cette exposition, justement, c'est comme en montagne, c'est la fragilité en fait des écosystèmes qui nous vient à l'esprit et qui nous choque d'une certaine manière, parce qu'on voit les effondrements de falaises comme les effondrements en fait de pans de montagne entiers aujourd'hui avec la fonte de la glace dans le sol, etc. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour garder en vie ces imaginaires justement et ces pratiques ? Bien, moi, je pensais qu'il aurait fallu d'une grosse catastrophe pour se rendre compte que c'était fini. Alors, on a vu en Suisse pas mal d'effondrements à Blatten, des villages. Alors, les Suisses sont bien anticipés. Il y a une espèce de protocole qui fonctionne. En France, on a eu la Bérarde. Quand le village est enseveli sous cette poche glaciaire, avec d'autres associations, on organise une cagnotte d'urgence parce qu'on était très touchés. Et en arrivant sur place, c'était catastrophique. Ce qu'on voit est horrible. Et puis, on ne pourra jamais reconstruire. Il y a des gens qui y habitent. C'est horrible de penser que cet endroit, en plus, qui n'était pas l'endroit phare du surtourisme, quoi. Et le maire nous dit finalement, c'est pas du tout à cause du climat, c'est pas le glacier, c'est pas le tourisme. La montagne a toujours bougé. Alors bon, une fois de plus, là c'est un peu catastrophique, mais les pouvoirs publics vont nous aider. Et puis nous dit c'est la faute aux écolos. Parce qu'on n'a pas curé les ravins. Il y avait un trèfle protégé qui n'a pas pu. Du coup, les ravins n'ont pas eu leur rôle d'absorption des eaux. Alors, on parle pas des mêmes flux, on sait pas tout ça, mais il n'y a pas de contre-pouvoir politique qui disent à ce monsieur le maire, malheureusement, et c'est pas contre lui, qui disent non, mais c'est faux en fait. Alors,
jusqu'où on va? Alors moi, j'irais jusqu'à l'inassurabilité des territoires. Il y a des villages aujourd'hui qui ont, de manière burlesque, pondu des arrêtés municipaux en demandant aux intempéries de contourner le village parce qu'ils sont plus assurés. La vallée de la Roya, par exemple. Comment ça? Comment on fait ça? Alors, c'est pour faire voir qu'il n'y a plus de solution. Et finalement, s'il faut passer par l'ironie, le côté absurde de la situation, pourquoi pas? N'empêche que les élus sont face à ça. Dans la vallée de la Roya, il y a des écoles, il y a des bâtiments publics, mais ce n'est plus assurable. Moi, je pense à la vallée de Chamonix, sous les glaciers, les prochaines poches glaciaires qui vont céder. Pour le moment, on arrive à payer les pompages d'eau pour faire des dérivations à 3000 mètres d'altitude et que l'eau tombe pas sous les 150 chalets, sous les Bossons par exemple. Et à un moment, quand les financiers vont se retirer, et je faisais partie de ces gens-là, et quand les assureurs vont dire stop, eh ben on n'aura plus que nos yeux pour pleurer et les habitants seront pas prêts. On va aller peut-être jusqu'au moment où on n'aura plus la possibilité d'anticiper, de planifier, et c'est là que c'est triste. Rodolphe Christin, vous dites que le surtourisme, c'est d'une certaine manière une extension permanente de la marchandisation du monde, une sorte de quête biblique de maîtrise de la nature, et qu'on voit aujourd'hui jusqu'à l'espace. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je dis souvent de manière ironique, le surtourisme, c'est le tourisme qui réussit. Pourquoi? Aussi. Parce que dans une économie fondée sur la recherche inlassable et sans limite, là pour le coup, du profit, le surtourisme, c'est quoi? D'abord, c'est difficile à jauger, parce que un lieu saturé touristiquement, on a encore du mal aujourd'hui à savoir à partir de quel seuil on entre dans le surtourisme. C'est une catégorie, moi, que je trouve plus médiatique que vraiment scientifique, entre guillemets. En plus, c'est pas un phénomène récent. Alors, moi, j'ai grandi en Chartreuse, et en Chartreuse, il y a eu des lieux qui ont eu des lieux qui n'étaient pas forcément en première ligne de l'attractivité touristique, mais qui ont connu des effets de surfréquentation, de conflits d'usage. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Les élus locaux ont aménagé ces lieux, si bien que l'expérience qu'on en fait aujourd'hui n'est plus du tout celle que j'ai pu en faire quand j'avais 14-15 ans, quoi. Donc c'est là qu'on voit que ces aménagements ont un impact fort, non seulement sur la matérialité des sites, mais sur aussi l'expérience, et là je n'ai pas peur de parler de poétique, c'est-à-dire l'expérience poétique qu'on a du monde. Et c'est ça, en fait, qui est le cœur du sujet aussi. C'est-à-dire que l'expérience sensible liée au voyage, aujourd'hui, se transforme parce que lorsque vous aménagez des lieux pour accueillir le plus de monde possible, vous les transformez, vous les artificialisez, et c'est plus du tout le même type d'expérience. Mais le surtourisme, pour revenir à la question que j'ai un peu perdue, mais que je vais retrouver, c'est aussi une catégorie qui a émergé récemment, avec les phénomènes de surfréquentation de certaines villes et surtout les phénomènes de contestation des habitants qui ont dit attention, là ça commence à bien faire. Donc là, les élus, les acteurs du tourisme sont commencés à s'inquiéter. Moi, il m'est arrivé d'être invité pour aller parler de critiques du tourisme, y compris par des acteurs économiques importants du secteur, qui se disaient mais comment peut-on ne pas être d'accord avec tout ça? Parce que c'est pareil, le consensus il est puissant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent encore que grâce au tourisme, que la paix dans le monde dépend du tourisme, par exemple. Alors qu'on sait très bien, là aujourd'hui, on voit que le tourisme est florissant et qu'on n'est pas dans une pacification absolue de la planète. C'est QFD. Voilà. Donc, qu'est-ce que je devais vous dire? C'est une bonne question. Non, mais moi, ça m'interroge aussi, Valérie Pommier, sur cette question du surtourisme, non pas comme une externalité du tourisme, mais bien comme sa réussite, sur quelque chose qu'on entend beaucoup en montagne, qui est le tourisme de 4 saisons, qui serait plus respectueux de l'environnement, avec une diversification des activités donc de montagne pour sortir du tout ski. Et donc, si on suit cette logique-là, en fait, ça mènerait finalement, si ça réussit, qu'à un nouveau surtourisme. Alors, on en vient de coup à la définition du mot. Qu'est-ce que le tourisme durable? Voilà. Qui n'a jamais rien de durable. Si on prend le fait qu'on doit réduire nos émissions, qu'on mette des VTT ou des skis en montagne, on ira toujours en voiture et on viendra toujours en avion. Donc les émissions seront les mêmes et c'est pas souhaitable. Le deuxième facteur émetteur, on dit, c'est les passoires thermiques des 3/4 des 3 millions de logements.
Tant que c'est pas rénové, qu'on fasse n'importe quoi en montagne, ils seront pas rénovés, ils seront le deuxième facteur émetteur. Donc, d'un point de vue décarbonation, on n'est pas durable. D'un point de vue écosystème, biodiversité, faune, flore, est-ce qu'on doit mettre 55 millions de VTT en montagne plutôt que 55 millions de forfaits de ski? Je suis pas très sûre. Est-ce qu'on doit continuer à parler attractivité du territoire ou habitabilité? Là, par contre, la question est là. Sauf qu'on a tiré les territoires de montagne d'une très grande pauvreté et que la mémoire est vive en montagne. On ne veut pas vivre comme nos arrière-grands-parents. Et on ne peut blâmer personne que de ne pas avoir envie de vivre comme ça. Sauf que les temps ont changé et on n'arrive plus pas du tout à le dire. Mais tant qu'on a envie de remplacer un bilan par un autre avec du 4 saisons, du 3 saisons, du 2 saisons, je ne sais quoi, on ne va pas y arriver. Ce ne sera jamais durable. Et on est plutôt dans une optique de dire on continue le tout ski puisqu'on nous pond des Jeux Olympiques 2030. C'est une espèce de grand New Deal à la Roosevelt où on nous prend un grand projet, on nous pose là en disant de toute façon advienne que pourra, on en a pour 5 ans, on s'en met plein les poches. C'est juste ça en fait. Et tant que l'imaginaire, puisqu'on va en parler, est centré sur l'attractivité et le loisir, je vois pas comment on peut s'en sortir. L'autre jour, je vois une communication de Renaud Muselier de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui se balade dans les parcs de Yosemite. Et je me dis, chaque fois qu'il va quelque part, il y a une raison. Et je me dis, mais est-ce qu'ils vont faire en sorte de rentrer genre dans un parc à Salanches, en bas de Chamonix, on met une porte, on rentre dans le grand parc du Mont Blanc, on paye pas un forfait, mais un pass à 55 €, qui est l'équivalent à peu près d'un forfait. On en distribue un petit peu aux autochtones chamoniards du coin. C'est un modèle économique, n'empêche. Est-ce qu'il est souhaitable? Je suis pas sûre. Mais puisqu'on cherche un modèle économique, on ne va pas s'en sortir, qu'on parle de diversification ou non. Actuellement, on nous met les plus grandes tyroliennes du monde à droite à gauche. Non, mais en fait, ça sert à dépenser de l'argent public. Tant qu'on est basé sur un tourisme qui est basé sur un tourisme de densification et de masse, on ne peut pas y arriver. Rodolphe Christin, en quelques mots, parce qu'il faut quand même qu'on Oui. se pose la question du voyage durable et futur, à venir. Oui, la réponse aujourd'hui qu'on apporte au surtourisme, c'est une réponse managériale, c'est-à-dire qu'il faut mieux gérer les flux, il faut mieux les répartir dans l'espace et il faut mieux les répartir dans le temps. Par exemple, en ouvrant jour et nuit un musée qui va permettre d'étaler la clientèle. En fait, on répond à il y a trop de tourisme, donc surtourisme, donc phénomène de contestation, par encore plus de tourisme toute l'année. Et finalement le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire qu'on a une approche et là tout pareil, on reste dans le consensus parce que tout le monde est d'accord avec ça, sauf nous, mais en tout cas les élus sont d'accord parce que finalement on remet rien en question et les agents économiques du tourisme sont d'accord parce qu'on ne remet pas leur activité en question non plus. Alors moi par contre je peux comprendre que quelqu'un qui vit du tourisme, je peux comprendre honnêtement qu'il ne va pas nous apporter la solution pour régler les problèmes de l'excès touristique. Mais qu'on se pose collectivement la question de qu'est-ce qu'on fait à la place du tourisme, à côté du tourisme, pour pouvoir anticiper sur les phénomènes de perte d'activité qui se produiront lorsqu'il n'y aura plus de neige ou sinon on va rentrer dans un monde de mesures d'urgence, c'est-à-dire qu'on va aller de désastre en désastre et on risque d'entrer dans des schémas politiques qui vont être assez autoritaires, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir des mesures qui vont tomber, des comptages, des interdictions, et on va rentrer dans un monde assez particulier quand même. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, la question qu'a priori tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut voyager encore? On demande à la salle de répondre. Tant qu'il s'agit de voir. Rodolphe Christin, alors est-ce qu'on peut voyager encore? Alors, on peut voyager encore, mais est-ce que le voyage et le tourisme, c'est tout à fait la même chose? On peut peut-être aussi commencer à voyager en prêtant attention aux lieux dans lesquels on habite, parce que c'est finalement ça aussi, le voyage, hein, c'est porter une attention au monde. Donc aujourd'hui, je dis souvent, on est allé à peu près partout. Il faudrait peut-être entamer un voyage de retour sur nos territoires et à se poser la question de savoir est-ce qu'on peut réparer tout ça, est-ce qu'on peut défendre tout ça, est-ce qu'on peut travailler la question de la vivabilité de nos espaces quotidiens, une vivabilité qui est au cœur du problème aussi, parce que c'est quand même un symptôme d'invivabilité qu'on se dise dès qu'on a un peu de temps libre. On s'en va, quoi. On s'enfuit, on va respirer ailleurs
parce que l'air est devenu irrespirable ici. Donc c'est une question politique, hein, on devrait se poser cette question-là. Alors au niveau, je pense que les élus locaux pourraient nous être sensibilisés sur ces questions-là. Je pense que les associations pourraient nous aider. Je pense que les habitants pourraient se saisir de ça. Alors aujourd'hui, j'en rêve, mais je l'observe pas. Je pense que l'imaginaire touristique est vraiment intériorisé de manière forte, qui fait qu'on a du mal à imaginer faire autre chose. Mais en tout cas, pour moi, il faut se poser la question de manière urgente. Et ça, c'est un imaginaire du temps libre qu'il faut revoir. C'est-à-dire dissocier ce temps de vacances du temps de partir en vacances, de l'acte de partir en vacances. Il faut se poser d'autres questions. Valérie Pommier, c'est quoi l'avenir pour vous de la montagne? Et est-ce que le tourisme y a encore sa place? Je vois pas comment ça va s'arrêter puisque tout est mis en place politiquement pour que ça continue. Là, il y en a eu quelques flocons, mais sans neige tout le mois de décembre, avec une sécheresse hivernale en montagne, avec un isotherme de 0 degré en plein mois de décembre à quasi 4000 mètres d'altitude. Ça veut dire que maintenant, même à 4000 mètres, c'est-à-dire qu'on a des glaciers qui peuvent fondre l'hiver. Moi, j'ai très peur des problèmes géomorphologiques et des écroulements et des éboulements qui vont remettre en cause certaines pratiques de tourisme. Les guides de Chamonix l'ont bien compris. Il va y avoir des routes qui vont s'effondrer, c'est inévitable, c'est-à-dire que des villages vont être coupés du monde. Tant qu'on pourra les ravitailler par hélico, ça va durer un petit moment, mais les gens vont devoir quitter leur territoire parce qu'on ne leur a pas anticipé. Autonomie alimentaire en montagne, hein, c'est 0. Hein. Donc, faut manger, c'est le premier besoin lorsqu'on est loin de tout. Moi, ce que je vois, c'est qu'on conforte un modèle qui est finalement mort, et on le sait depuis longtemps. Moi, j'irais à la banque avec un modèle économique comme ça pour monter un business, on ne prêterait pas, sauf que là, c'est de l'argent public et de la subvention. Je suis très inquiète, et je ne vois pas de changement à court terme, puisque les plans sont de continuer, notamment avec ce récit de neige. Alors, l'espoir, c'est quand même que les habitants aujourd'hui ont compris, et on n'a jamais eu autant d'associations en montagne, autant de collectifs de montagne qui remettent en cause, alors non pas le tourisme, mais les politiques d'aménagement du territoire. Ça me fait me poser une dernière question. Vous parlez de ces infrastructures. Qu'est-ce qu'on va en faire le jour où le tourisme va devoir cesser pour diverses raisons, toutes ces infrastructures, que ce soit les infrastructures de montagne ou des infrastructures balnéaires? Pour les bassines de neige, qui est le bassin d'eau qui sert à fabriquer la neige, certains disent que ce sera de l'eau potable, sauf que l'eau qui stagne n'est pas potable. Et pour les 3 millions de lits? Eh bien, on aura une espèce de Shining avec des couloirs vides. On va faire des escape games, en fait, à la montagne. Il y aura ce tourisme, sérieusement, il y aura ce tourisme climatique. C'est sûr qu'il va exister, il existe déjà. Un Val d'Isère, par exemple, où on a vendu récemment des biens à 50 000 euros du mètre carré. On peut imaginer que cette ultra niche d'ultra riches vont continuer à venir de moyens. Bon, je ne vais pas me battre pour démocratiser Val d'Isère, mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir penser, mais vraiment, le sujet, c'est l'habitabilité et non plus l'attractivité. Et quand on parle d'imaginaire, j'aime bien dire la petite phrase qui date de 77 de Valéry Giscard d'Estaing, notre feu président. Il avait mis en place une grande partie du plan neige de 64 à 77, où on a construit 150 000 lits touristiques à l'époque. Et en 77, il est à Valouise et il dit on arrête le plan neige. Et il fait un discours magnifique de Giscard d'Estaing, qui n'était pas un écolo. Trop de résidences secondaires s'éparpillent au gré des ventes des terres agricoles. Trop de stations de ski furent implantées sans tenir compte suffisamment des populations locales et des contraintes de l'environnement. L'effort de l'État portera dorénavant sur un tourisme intégré à d'autres activités, accessible à plus de personnes, mais respectueusement des sites et des paysages. Alors on est en 77 avec 150 000 lits touristiques et aujourd'hui on a 3,6 millions et on continue de plus belle. Donc je me dis quand est-ce justement ça va s'arrêter? J'ai espoir dans les municipales 2026 et en ces mouvements citoyens qui aujourd'hui montent des listes municipales finalement pour reprendre le pouvoir démocratiquement.
On a commencé la journée en étant chiracien avec les pommes de Thierry Boutonnier. On l'a fini en étant giscardien. Ça a changé Radio Anthropocène. Rodolphe Christin, un mot de conclusion peut-être? Oui, non, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de ce que deviendront les infrastructures existantes. Par contre, là où, et ça fait le lien, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de mobilisation et de contestation pour la création de nouvelles, contre la création de nouvelles infrastructures, c'est-à-dire que les habitants se posent de plus en plus de questions et s'organisent, réagissent, et le consensus touristique se fissure. Mais ce sont pour l'instant des micro-fissures. Mais tant qu'on n'aura pas une réflexion sur qu'est-ce qu'on met à la place, je pense que ça va être compliqué, ouais, effectivement. Eh bien, merci à tous les deux. Vraiment, notre discussion doit toucher malheureusement à sa fin. Valérie Pommier, je rappelle que vous êtes fondatrice de Résilience Montagne, une association de sensibilisation aux conséquences du dérèglement climatique en montagne pour y faire advenir une transition nécessaire vers une résilience des territoires dans les vallées alpines. En quelques mots, peut-être, c'est quoi les actualités pour votre association ? Bien là, on est en recours juridique contre l'État pour les Jeux Olympiques 2030. C'est une première mondiale. Il y a un comité citoyen qui est emmené par Delphine Lara dans les Alpes du Sud. Et c'est une première mondiale. La France doit répondre devant l'ONU, devant la commission d'Aarhus pour un déni de démocratie environnementale. Et l'idée, c'est de toujours expliquer qu'on doit mettre des petits cailloux dans la chaussure et ne pas les laisser faire, même si le chantier est monumental. Et puis, moi, je continue à faire... j'ai un point d'honneur à faire beaucoup de lobbying dans les ministères pour raconter la vérité des territoires de montagne face à la machine des domaines skiables qui est surpuissante. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de courage. Rodolphe Christin, vous êtes sociologue donc et essayiste et vous avez donc publié cette année « Peut-on voyager encore » chez Éco-Société. Une actualité peut-être à partager ? Non, rien de particulier. Pas d'ouvrage à venir Pas précisément. J'y travaille. Et ben en tout cas, allez acheter Peut-on voyager encore, un très bon ouvrage chez Éco-Société. Donc, merci vraiment à tous les deux. Cette émission, comme toute la journée qui vient de se dérouler au Musée des Beaux-Arts de Lyon dans le cadre de l'exposition Étretat, seront bien évidemment à retrouver en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes dédiées. Un grand merci au musée pour son accueil, à nos invités, au public et à l'équipe de Radio Anthropocène. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.